Bienvenue à tous les fidèles de la chaîne Smart SVT dans cette nouvelle vidéo qu'on pourrait considérer comme la plus importante du chapitre conversion de l'énergie dans le muscle strié squelettique puisqu'on va la consacrer à la relation entre l'ATP et la contraction musculaire. Quels sont les différents rôles que joue l'ATP dans la contraction musculaire? Ça concerne bien sûr les deuxièmes années SVT et les deuxièmes années PC. Et donc les objectifs de la vidéo, c'est de comprendre les rôles de l'ATP dans la contraction musculaire. Donc, comment le muscle arrive à convertir l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique. Et on va subdiviser notre vidéo en trois grands axes. Le premier, on va parler de la nécessité de l'ATP, comment on peut démontrer l'intervention de l'ATP dans la contraction musculaire. Deuxième axe, les têtes de myosine comme enzymes capables d'hydrolyser l'ATP. Et enfin, le troisième et le dernier axe, on va le consacrer aux différents rôles de l'ATP dans la contraction musculaire. On se voit dans quelques instants. Commençons le premier axe de notre vidéo, la nécessité de l'ATP dans la contraction musculaire. Pour mettre en évidence la contribution de l'ATP dans la contraction musculaire, on propose l'exploitation des données suivantes. Donnée numéro 1, on isole des myofibrilles qu'on met dans une solution riche en ion calcium, Ca2+, et on ajoute à l'instant T0 de l'ATP, puis à l'instant T1 une substance appelée salirgan qui bloque l'hydrolyse de l'ATP, c'est-à-dire qui empêche l'hydrolyse de l'ATP, et on enregistre la tension des myofibrilles, c'est-à-dire la contraction des myofibrilles dans les deux cas. Le document 1 montre le principe et les résultats de l'expérience. Alors avant de voir le document, on va lire la question qu'on pourrait poser dans ces cas. Décrivez la variation de la tension des myofibrilles. Que pouvez-vous déduire? Voici notre document 1 avec la figure A qui présente les conditions de l'expérience. Donc on a mis des myofibrilles dans une solution convenable qui contient des ions calcium Ca2+. À l'instant T0, on a ajouté de l'ATP avec une quantité suffisante. Et à l'instant T1, on a ajouté le salirgan. Et la figure B nous donne les résultats, c'est-à-dire la variation de la tension des myofibrilles en fonction du temps. Alors passons à l'exploitation de ce document. Une manière simple et logique d'exploiter le document est de le subdiviser en trois domaines. Le premier avant T0, c'est-à-dire avant l'addition de l'ATP. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le domaine 1? Que la tension des myofibrilles reste nulle. C'est-à-dire que les myofibrilles restent au repos, elles ne sont pas contractées. Dans le domaine 2, c'est-à-dire après T0, après avoir ajouté l'ATP, on voit que la tension des myofibrilles a augmenté de manière très nette, c'est-à-dire que les myofibrilles se sont contractées. Enfin, après T1, après avoir ajouté le salirgan, dans le domaine 3, on voit que la tension diminue très rapidement, puis elle s'annule. C'est-à-dire que les myofibrilles se sont relâchées, le relâchement des myofibrilles. Et puisqu'on nous dit que le salirgan est une substance qui inhibe, ou bien qui empêche l'hydrolyse de l'ATP, donc on peut déduire que l'hydrolyse de l'ATP qui libère l'énergie, qui fournit l'énergie, est essentielle à la contraction. Ou bien, autrement dit, si vous voulez, l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire à la contraction musculaire. On peut maintenant résumer la réponse à notre première question comme ceci. On observe dans le document 1 qu'avant l'addition de l'ATP, la tension des myofibrilles reste nulle. Immédiatement après l'injection de l'ATP, au temps T0, la tension augmente rapidement. Alors rappelez-vous, on a dit, quand on dit augmentation de la tension, ça veut dire contraction des myofibrilles. Mais ça ne fait pas partie de la réponse puisqu'on nous a dit décrivez la variation de la tension.
Après l'injection du salirgan au temps T1, la tension des myofibrilles diminue puis s'annule. Là aussi, quand on dit la tension diminue, c'est-à-dire les myofibrilles se relâchent. Alors la déduction, puisque le salirgan inhibe l'hydrolyse de l'ATP, et puisque la diminution de la tension indique le relâchement des myofibrilles, on peut déduire que l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire à la contraction musculaire. Passons maintenant au deuxième axe de la vidéo, c'est-à-dire la tête de myosine comme enzyme capable d'hydrolyser l'ATP. Deuxième étude, on isole les différentes protéines musculaires qu'on met dans des solutions séparées auxquelles on ajoute la même quantité d'ATP et on suit le devenir de l'ATP dans chaque solution. Le tableau du document 2 présente les résultats de l'expérience. Voici notre tableau. On a 4 manipulations. Dans la première, on a mis l'actine avec l'ATP. Dans la deuxième, les queues de myosine avec l'ATP. Dans la troisième, tête de myosine avec l'ATP. Et dans la quatrième, la dernière, l'actine, les têtes de myosine et l'ATP. Alors, question qu'on pourrait poser, que pouvez-vous déduire de chaque manipulation? Commençons par l'exploitation de la première manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a au début de l'expérience? Les protéines d'actine, et bien sûr avec l'ATP. Et qu'est-ce qu'on a à la fin de l'expérience? Dans les résultats, toujours l'actine, protéine d'actine avec l'ATP. Donc c'est comme si rien n'a été modifié. Et donc l'actine n'est pas capable d'hydrolyser l'ATP. Maintenant la deuxième manipulation. Alors au début de l'expérience, on a les queues de myosine, ou bien les bâtonnets avec l'ATP. Et à la fin de l'expérience, on a toujours les queues de myosine, toujours avec l'ATP. Là aussi, rien n'a été modifié. C'est-à-dire que les queues de myosine ne sont pas capables d'hydrolyser l'ATP. Maintenant, la troisième manipulation. En réalité, c'est cette manipulation qui nous permet de comprendre les deux manipulations précédentes, la première et la deuxième. Alors, dans la troisième manipulation, on a les têtes de myosine avec l'ATP. Et à la fin, on a un changement assez important. On a l'ATP, mais on a apparition de l'ADP et PI. Alors, comment on explique l'apparition de l'ADP et PI? Une seule explication possible, c'est l'hydrolyse de l'ATP. Et donc, on peut déduire que les têtes de myosine sont capables d'hydrolyser l'ATP. Quatrième et dernière manipulation, on a les têtes de myosine avec l'actine, avec l'ATP. Et à la fin de l'expérience, on a des têtes de myosine avec l'actine attachées l'une à l'autre et apparition de l'ADP et PI, mais disparition de l'ATP. C'est-à-dire qu'en présence d'actine et de myosine, il y a une hydrolyse de la totalité de l'ATP. Donc on peut déduire que l'actine accélère l'hydrolyse de l'ATP par la tête de myosine. Il y a une coopération entre l'actine et la myosine, mais en réalité, le responsable de l'hydrolyse, c'est la tête de myosine. Et l'actine, elle aide la tête de myosine à hydrolyser l'ATP plus efficacement. Voilà, on peut maintenant répondre à notre deuxième question. On observe d'après le document 2 que l'ADP et PI apparaissent dans les solutions contenant les têtes de myosine, c'est-à-dire les solutions 3 et 4, mais non dans les solutions contenant l'actine ou la queue de myosine, c'est-à-dire les solutions 1 et 2. Puisque l'ADP et PI se forment par hydrolyse de l'ATP, on déduit que la tête de myosine est capable d'hydrolyser l'ATP, alors que l'actine et la queue de myosine en sont incapables, c'est-à-dire sont incapables d'hydrolyser l'ATP. D'autre part, on note que la présence de l'actine avec la tête de myosine, c'est la solution 4, permet l'hydrolyse de tout l'ATP de la solution, ce qui indique que l'actine accélère l'hydrolyse de l'ATP par la tête de myosine. Alors, ce qu'on peut retenir de cette première partie de la vidéo,
D'abord que la tête de myosine joue le rôle d'un enzyme capable d'hydrolyser l'ATP. Deuxièmement, l'actine et la queue de myosine n'hydrolysent pas l'ATP. Et enfin, l'actine accélère l'hydrolyse de l'ATP par la tête de myosine. Alors, comment elle va activer, comment elle agit sur les têtes de myosine, on va voir tout de suite. Donc on arrive au troisième axe. On a fait le premier, le deuxième, et on arrive au troisième, les rôles de l'ATP dans la contraction musculaire. Troisième et dernière étude, l'étude de l'interaction entre les têtes de myosine, l'actine et l'ATP a permis de proposer le modèle explicatif résumé dans le document 3 ci-contre. Voici notre document 3. Alors, question. Résumé. D'après le document 3, les principales étapes du glissement des filaments d'actine et préciser les différents rôles de l'ATP. On va prendre chacune de ces étapes et voir quel est l'événement ou les événements qui caractérisent chacune de ces étapes. Et on va commencer par zoomer sur la première étape, l'état de repos. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand le muscle est au repos? Que la tête de myosine n'est pas attachée à l'actine, car les sites de l'actine reconnus par la tête de myosine sont masqués, sont cachés par la tropomyosine. Mais la tête de myosine, elle garde l'ADP et PI et l'énergie. Ici vont intervenir les ions calcium. Et où se trouvent les ions calcium? Dans l'organide qu'on avait appelé réticulum sarcoplasmique. Et qui va activer le réticulum sarcoplasmique? C'est la membrane de la myofibre, la membrane de la cellule musculaire. Il y a quelque chose qui va se propager le long de la membrane. Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? C'est l'influx nerveux ou bien des potentiels d'action. Alors les potentiels d'action ou l'influx nerveux, si vous voulez, il va arriver jusqu'au réticulum sarcoplasmique et va l'inciter à libérer ces ions calcium. Donc le réticulum va rejeter ces ions calcium. Voilà, les CA2+ sont libérés. Ils vont se fixer sur la troponine. Ils se lient, ils s'attachent à la troponine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire comme résultat? L'éloignement de la tropomyosine des sites de l'actine reconnus par la tête de myosine. Ainsi, la tête de myosine peut aller s'attacher à l'actine. Et voilà, on a l'attachement de la tête de myosine à l'actine. Après cet attachement, la tête de myosine va libérer le PI d'abord, il va libérer ensuite l'ADP, et il va, si on peut dire, exploser cette énergie, il va exploiter l'énergie pour faire le mouvement de pivotement, ou si vous voulez, de rotation. Donc la tête de myosine utilise l'énergie pour faire le pivotement, et ce pivotement, il va entraîner le glissement des filaments d'actine. Donc environ 10 nanomètres. Et c'est ce glissement qui va entraîner la contraction du sarcomère et ensuite la contraction du muscle. Par la suite, une molécule d'ATP vient se fixer, s'attacher à la tête de myosine. Et quel est le résultat de cet attachement de l'ATP à la tête de myosine? Vous voyez, le détachement de la tête de myosine de l'actine. Donc la tête de myosine va se détacher de l'actine sous l'effet de cette molécule d'ATP. Donc c'est la molécule d'ATP qui est responsable du détachement de la tête de myosine de l'actine. Vous avez remarqué ce qui s'est passé, la tête de myosine a hydrolysé l'ATP, mais elle a gardé l'ADP et PI et l'énergie. Et en même temps, elle a fait une rotation, bien un pivotement dans l'autre sens. On parle de redressement. Donc on peut dire que la tête de myosine hydrolyse l'ATP et se redresse pour reprendre sa position, bien sa conformation initiale de repos. Alors si je veux passer au relâchement, qu'est-ce que je dois faire? Éliminer les ions calcium. Et comment on va éliminer les ions calcium? Remarquez,
on va les pomper vers le réticulum sarcoplasmique. Et quand on dit pomper, le pompage des ions Ca2+ vers le réticulum, il se fait grâce à ce qu'on appelle un transport actif. Et le transport actif, il a besoin d'énergie. Donc cette énergie sera fournie par l'hydrolyse de l'ATP. En effet, il y a des protéines dans la membrane du réticulum sarcoplasmique qui vont faire entrer le calcium vers le réticulum en hydrolysant l'ATP et en utilisant l'énergie qui résulte de cette hydrolyse. Et donc ça permet le retour de la tropomyosine et de la troponine à leur position initiale. C'est-à-dire ils vont masquer, ils vont cacher les sites de l'actine reconnus par les têtes de myosine. De cette manière, les têtes de myosine ne peuvent plus s'attacher à l'actine et le muscle passe au repos. Alors résumons tout ce qu'on vient de dire en complétant le document. Dans la première étape, c'est-à-dire au repos, on voit que la tête de myosine n'est pas attachée à l'actine, mais elle contient l'ADP, PI et l'énergie. Alors quand le réticulum sarcoplasmique libère ses ions de calcium, les ions calcium s'attachent à la troponine. Alors la troponine va éloigner la tropomyosine, ce qui permet l'attachement de la tête de myosine à l'actine. Alors quand la tête de myosine s'attache à l'actine, elle va libérer PI, libérer l'ADP et va faire un pivotement ou bien une rotation. Et ce pivotement, il va entraîner le glissement du filament d'actine. Alors ici, on a le plus petit mouvement au niveau moléculaire qui est responsable de la contraction musculaire. Donc c'est ce pivotement de la tête de myosine qui est considéré comme le plus petit mouvement responsable de la contraction. C'est au cours de ce pivotement qu'il y a conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Étape suivante, une molécule d'ATP va s'attacher à la tête de myosine. Et cette molécule d'ATP va permettre le détachement de la tête de myosine de l'actine. Donc c'est la molécule d'ATP qui est responsable du détachement de la tête de myosine de l'actine. Enfin, la tête de myosine va hydrolyser l'ATP et va se redresser, faire un mouvement de redressement dans l'autre sens pour revenir à sa conformation initiale de repos. Répondons maintenant à notre dernière question. D'après le document 3, on constate que lorsque le muscle est au repos, la tête de myosine n'est pas attachée à l'actine et contient l'ADP, PI et l'énergie. Quand le réticulum sarcoplasmique libère les ions Ca2+, calcium, ces ions déclenchent le glissement des filaments d'actine selon la séquence d'événements suivants. Donc on va résumer cette séquence sous forme de tiré, comme ça ce serait plus simple de suivre. Alors premier tiré, premier événement, les ions Ca2+ se fixent à la troponine qui éloigne la tropomyosine et démasque les sites de l'actine reconnus par la tête de myosine. Conséquence directe, la tête de myosine s'attache à l'actine et libère PI et l'ADP. Conséquence, la tête de myosine effectue un mouvement de pivotement, ou bien de rotation si vous voulez, qui entraîne le glissement du filament d'actine. Là, une molécule d'ATP vient se fixer à la tête de myosine qui se détache de l'actine. Donc, point très important, c'est une molécule d'ATP qui est responsable du détachement de la tête de myosine de l'actine. Ensuite, ce que va faire la tête de myosine, elle va hydrolyser l'ATP tout en gardant l'ADP, PI et l'énergie et va effectuer un mouvement de pivotement dans l'autre sens, on parle de redressement, pour revenir à sa conformation initiale de repos. Alors s'il y a une quantité suffisante, une concentration suffisante des ions calcium, le cycle des événements précédents va se répéter plusieurs fois, permettant la contraction du sarcomère et donc la contraction du muscle. Et là, on va pouvoir expliquer comment l'actine favorise ou bien accélère l'hydrolyse de l'ATP par les têtes de myosine. Alors rappelez-vous l'expérience précédente, quand on a ajouté les têtes de myosine et l'actine, on a constaté une absence ou bien une disparition de l'ATP avec apparition de l'ADP et PI. Donc quand l'actine
s'attache, ou bien quand la tête de myosine s'attache à l'actine, elle va libérer ADP-PI et va fixer un ATP, une molécule d'ATP qu'elle va hydrolyser. Et si elle peut encore s'attacher à l'actine, elle va refaire la même chose, libérer l'ADP-PI et prendre une nouvelle molécule d'ATP. Et ainsi, le cycle va se répéter, ce qui accélère l'hydrolyse de l'ATP environ 1000 fois. Si je veux aller au relâchement, je devrais éliminer les ions calcium. Et comment on va éliminer les ions calcium? En pompant ces ions calcium vers le réticulum sarcoplasmique. Donc les ions calcium vont entrer vers le réticulum sarcoplasmique grâce à un transport actif. Et quand on dit transport actif, c'est-à-dire qu'il consomme l'ATP. Et c'est là un autre rôle de l'ATP dans la contraction, ou plutôt dans le relâchement musculaire. Et donc l'ATP assure au moins 3 rôles principaux. Premièrement, l'hydrolyse de l'ATP fournit l'énergie nécessaire au pivotement ou bien la rotation de la tête de myosine qui permet la contraction. Deuxièmement, la molécule d'ATP permet à la tête de myosine de se détacher de l'actine. Et troisièmement, l'hydrolyse de l'ATP fournit l'énergie utilisée pour pomper les ions calcium vers le réticulum sarcoplasmique, permettant ainsi le relâchement. Et enfin, ce qu'on peut retenir de cette partie de la vidéo, premièrement, la tête de myosine représente la molécule responsable directement de la conversion de l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique, c'est-à-dire la contraction musculaire. Deuxièmement, la tête de myosine assure cette fonction grâce à 3 propriétés. La première, c'est que la tête de myosine peut s'attacher à l'actine, donc elle peut interagir avec l'actine. Deuxièmement, la tête de myosine est capable d'hydrolyser l'ATP, c'est-à-dire elle joue le rôle d'un enzyme qui hydrolyse l'ATP et qui utilise l'énergie de cette hydrolyse. Troisièmement, la tête de myosine peut effectuer un mouvement de rotation ou bien de pivotement responsable du glissement du filament d'actine. Enfin, le pivotement, ce petit mouvement de la tête de myosine, représente le plus petit mouvement au cours duquel se fait la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique, c'est-à-dire contraction musculaire. À la fin de la vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur une erreur assez répandue malheureusement dans des documents et des ouvrages assez anciens, tels que ce document, où vous voyez que dans la tête de myosine, on a l'ATP. Et la tête de myosine n'est pas encore attachée à l'actine. Et même après l'attachement de la tête de myosine à l'actine, il y a toujours la molécule d'ATP. Or, ce modèle, ancien d'ailleurs, est en contradiction avec l'expérience de tout à l'heure. Quand on ajoute l'ATP aux têtes de myosine, il y a une hydrolyse de l'ATP. Donc normalement, l'ATP ne devrait pas se trouver sur la tête de myosine. Donc dans cet ancien modèle, l'hydrolyse de l'ATP ne se fait qu'après le mouvement de pivotement, bien de rotation. Et on voit ici l'apparition de l'ADP et PI. Or, qu'est-ce qu'on avait dit? Que l'hydrolyse de l'ATP se fait immédiatement après la fixation de la molécule d'ATP à la tête de myosine. Et donc on ne devrait pas normalement avoir ici l'ATP, ni ici. Et donc c'est un ancien modèle qu'il ne faut plus utiliser. La preuve, alors voici un document de l'examen national de 2011 où on avait utilisé l'ancien modèle, la tête de myosine avec l'ATP. Et après la rotation, bien le pivotement, il y a l'hydrolyse de l'ATP et on voit ici ADP et PI. En 2016, on a plus ou moins corrigé le modèle. Et là, vous voyez la tête de myosine éloignée de l'actine, mais il n'y a ni ATP ni ADP-PI. Ici, elle est attachée et il n'y a non plus ni ADP ni ATP. En 2020, enfin, on a utilisé le nouveau modèle où on voit
ici la tête de myosine qui n'est pas attachée à l'actine et qui contient l'ADP et PI. Dans la deuxième étape, la tête de myosine s'attache à l'actine et elle garde toujours l'ADP et PI. Dans la troisième étape, elle va libérer l'ADP et PI, elle va fixer une nouvelle molécule d'ATP qu'elle va hydrolyser et maintenir l'ADP et PI. Et le cycle recommence. Voilà, j'espère que la vidéo serait assez claire et vous facilitera la compréhension du mécanisme moléculaire de la contraction musculaire. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.